Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bilan qui est devenu une tradition sur le podcast car c'est la 3e année que je vous propose de ressortir des épisodes de l'année écoulée avec les conseils que donnent les invités pour vous motiver, pour vous inspirer, vous orienter concrètement à être plus écolo au boulot. On démarre une nouvelle saison, donc j'en profite pour vous présenter le partenaire du podcast. J'ai le plaisir d'annoncer qu'Écolo au boulot est soutenu par Énergique. Énergique, c'est une entreprise qui a pour mission de donner l'envie et les moyens à un maximum de personnes dans les entreprises de s'engager pour la transition écologique. C'est aussi la mission de ce podcast, et donc je suis ravie d'être accompagnée par cette super équipe pour cette saison. Alors ce qu'ils proposent, c'est un challenge environnemental qui est déployé en entreprise à travers une application mobile pour mobiliser vos collaborateurs de façon ludique. Le challenge va les aider à prendre conscience des enjeux environnementaux afin de faciliter le passage à l'action et impacter positivement la transformation de votre organisation. Donc ça se décline en interne dans une entreprise, mais aussi en inter-entreprise, en école ou même auprès de locataires pour les bailleurs. Je vous en dirai plus au fil des prochains épisodes et d'ici là, je vous encourage à en savoir plus sur Énergique sur leur site internet energique.io. Les présentations étant faites, voici un récap de ce qui s'est passé en 2023 sur le podcast. Alors il y a eu 19 épisodes inédits publiés qui représentent 615 minutes de contenu, donc ça fait un peu plus de 10 heures de podcast à écouter. Et dans les conseils que les invités du podcast ont donnés cette année, je les ai regroupés un peu par thème et donc on va aujourd'hui parler de prendre conscience de son pouvoir, de demander des comptes, de se sentir légitime, de montrer le chemin et prendre celui des 1000 merci, des actions concrètes qui ont été éprouvées par nos invités, faire comme à la maison, et on finira par une jolie histoire pour s'épanouir comme une patate. On commence donc la prise de conscience de son propre pouvoir avec le premier extrait des conseils de Pierre-Alix, qui est cofondateur de l'atelier d'automne, et qui nous rappelle dans l'épisode 58 notre pouvoir d'influence au travail, au-delà de ce qu'on peut faire concrètement de nos mains. Je pense que le premier conseil, je vais être fidèle à ce que j'ai dit avant. Je pense que le premier conseil, c'est d'être conscient du pouvoir d'action qu'on peut avoir en tant que professionnel. Tu vois, des fois, il y a des gens qui ont une vraie dissociation entre ma vie perso et puis ma vie au boulot. Et en fait, je trouve ça normal parce que c'est pas la même chose. C'est bien aussi des fois de faire la séparation bien nette, tu vois. Mais des fois, tu peux dire, en fait, moi, chez moi, je suis vachement écolo, je fais attention à tout, etc. dans ma vie. Mais au boulot, là, je sais que, tu vois, je peux pas. Et en fait, je pense qu'être conscient de son pouvoir d'action, notamment via l'influence, ça c'est essentiel parce que j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, tu vas avoir un gros décalage entre le niveau opérationnel, le niveau hiérarchique et le niveau d'influence des gens, surtout quand ils s'emparent d'un sujet. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me parler, ils me disent, moi, je suis l'assistant de l'assistant. Enfin, je suis vraiment à un poste qui est pas un gros niveau hiérarchique, mais en fait, je suis de loin la personne la plus calée sur le sujet. Donc en fait, dès qu'il y a des questions qui se posent sur les enjeux environnementaux, climatiques et tout, on vient me consulter moi et on me demande mon avis. Parce que je connais l'entreprise, donc je suis pas hors sol, et je connais un peu le sujet. Et donc en fait, des fois, ces gens-là deviennent un peu des référents, même si le titre n'est pas officiel, ils deviennent des référents, tu vois. Et ils gagnent un pouvoir d'influence qui est assez fort. Et des fois, il y a même des postes qui se créent et tout, parce qu'on dit, mais toi, en fait, tu t'éclates là-dedans, on a des gros besoins, on commence à comprendre que c'est un sujet qui est ultra central, vas-y, tu veux pas prendre ce poste-là. Et donc, pour moi, tu vois, c'est de de pas croire que la partie est perdue, de pas croire qu'on peut pas avoir d'impact ou qu'on est cantonné à son petit secteur un peu opérationnel, mais de se dire non, non, mais attends, il y a plein de gens avec qui j'interagis tous les jours, j'ai plein de messages à passer, les gens sont souvent très à l'écoute en fait, et ils apprécient que quelqu'un puisse avoir une posture où on va leur passer de l'information, mais sans forcément être trop agressif ou exigeant parce qu'on connaît leur contexte. Donc ça, je pense, ça serait mon plus premier et principal conseil. Être conscient de son pouvoir d'action en prenant en compte l'influence qu'on peut avoir et peut-être justement se donner les moyens de l'avoir en se formant. Et là, je fais pas de la pub pour Doton juste, mais il y a en France un énorme écosystème de formation, d'ateliers, de trucs qui existent, qui sont ultra différents. Et en fait, ça permet à chacun de pouvoir se créer son propre
parcours de montée en compétences et donc de pouvoir se sentir de plus en plus légitime pour aller en parler à tous les niveaux, y compris dans son entreprise. Une fois qu'on a pris conscience de son pouvoir d'influence au travail, pourquoi ne pas l'utiliser pour bouger un peu son entreprise, en demandant des comptes? C'est le conseil de Gaëtan, de Vertuo, avec qui on parlait d'économie d'eau dans l'épisode 61. Pour ma part, vis-à-vis de l'eau, je pourrais vous dire qu'un des actes intéressants à mettre en place, ce serait de venir positionner dans les cuves des toilettes de l'entreprise des bouteilles d'eau d'1,5 litre qui seraient pleines au sein des réservoirs pour réduire le volume d'eau disponible dans la cuve et donc réduire la consommation de chaque chasse d'eau. Mais selon moi, il faut être beaucoup plus impactant. C'est un éco-geste, il y a des choses qui peuvent aller plus loin en effet. C'est un éco-geste, mais le gaspillage domestique, parce que pour moi, ça rentre dans le cadre du domestique, que ce soit les toilettes de votre maison, de votre appartement ou de l'entreprise, c'est une partie très infime du gaspillage de l'eau. Le plus gros gaspillage, il est dans l'industrie, donc les entreprises, il va être dans le gaspillage alimentaire. Là, on a une empreinte en eau conséquente, monumentale. Et c'est en cela que mon vrai conseil, ce serait globalement de se retourner vers vos RH, de demander des comptes vis-à-vis de la politique de responsabilité sociétale des entreprises, la politique RSE de vos entreprises, afin de savoir s'ils comptent augmenter leur score avec par exemple des actions de revégétalisation autonome des parkings, du bâtiment, de ce qu'ils produisent, des moyens de production. Si vous avez une cantine et qu'il y a des menus, quels sont les aliments? Un avocat, c'est 500 litres d'eau. Un seul. La viande, 1 kilo de viande, en fonction de comme elle est produite, ça va être entre 10 et 22 000 litres d'eau. Pour seulement 1 kilo. Un jean, ça va être en moyenne 5-7 000 litres d'eau. Ce sont des volumes colossaux. Donc, demandez des comptes sur l'empreinte en eau de ce que produit votre société sur le marché, ou de ses moyens de fabrication. Et regardez ce qu'elle achète aussi, parce que c'est lié. Regardez ce qu'elle achète, regardez avec qui elle travaille. Je parlais du fait d'être contraint. Est-ce qu'elle travaille avec une boîte qui flingue l'environnement? Est-ce que massivement elle est dépendante d'une boîte qui flingue l'environnement? Voilà. Il faut que du coup il y ait un équilibre entre la production de richesse et l'impact environnemental. Petite surprise pour l'épisode 50 du podcast, on vous avait proposé une interview inversée, et c'est donc moi qui ai répondu aux questions d'Océane pour raconter mon métier de chargée de mission mobilité. Et comme c'est moi qui donnais le conseil, forcément c'est mon conseil préféré, c'est « Sentez-vous légitime d'être écolo au boulot ». Je dirais que c'est le conseil qui est celui pour lequel j'ai créé ce podcast, c'est vous avez la légitimité et vous avez le pouvoir de faire changer les choses, quel que soit votre poste dans l'entreprise. Juste avant, on a donné quelques idées, mais globalement aussi, faut se dire que la mobilité dans les entreprises, c'est quand même un sujet relativement nouveau. Et votre employeur, il aura probablement besoin d'appui et de personnes comme vous, motivées, pour mettre des choses en place. Et si vous levez la main pour aider, pour raconter ce que vous faites, si un jour il y a une animation dans l'entreprise pour participer à l'animation, c'est une grande richesse pour l'employeur. Dans le changement de comportement, aujourd'hui, la norme, c'est pas l'écomobilité en entreprise. Voilà, on va dire, je crois que c'est 70% des salariés qui vont travailler tout seuls dans leur voiture. L'objectif, c'est de réduire cette part-là et que les 30% de salariés qui viennent autrement au travail que tout seuls dans leur voiture, ils deviennent majoritaires. Et quand on devient majoritaire, ça a un effet d'entraînement assez important. Et c'est cet effet-là qu'on va aller chercher. Donc, il faut transformer l'environnement autour de nous. Quand on voit que les choses changent autour de nous, c'est plus évident de se dire, moi aussi, en fait, il va falloir que je change parce que là, je suis le seul à venir tout seul dans ma voiture. Tout le monde a réussi à faire autrement. Donc, pour moi aussi, ça doit être possible. Dans des entreprises, on fait des portraits des salariés qui viennent travailler à vélo, en covoiturage, en bus, etc. pour les valoriser, pour montrer que c'est possible et pour qu'ils soient identifiés auprès de leurs collègues. Donc, voilà, mon conseil, c'est n'ayez pas peur de ne pas être légitime. Tout le monde est d'accord, globalement, pour dire que la mobilité durable, c'est bien. Donc, si vous avez envie de porter ce sujet en entreprise, ou en tout cas d'accompagner votre employeur, en fait, dites-le, proposez des choses.
Et peut-être que c'est pas tout de suite dans le mois qu'il va se passer quelque chose forcément sur le sujet, mais en tout cas, vous serez identifié et ça peut que aller dans le bon sens. Se sentir légitime, ne pas attendre que ça vienne tout seul et bouger son entreprise. C'était mon conseil, mais vous allez voir que c'était aussi le conseil de Marine de WeCount dans l'épisode 51. Alors, moi je dirais que le conseil, c'est faut pas hésiter à se lancer, à faire son bilan carbone, à avoir une stratégie climat. Peut-être qu'en fait, vous dites je suis pas la bonne personne parce que c'est pas mon sujet, mais on voit de plus en plus de personnes au sein d'une structure qui sont sensibilisées, qui ont envie d'agir et qui demandent et en fait qui ont un retour favorable en fait de leur direction. Donc surtout, allez-y. N'attendez pas en fait que ça vienne. Enfin, soyez acteurs et bougez-vous pour faire bouger vos entreprises. Ok, il faut se bouger, sortir du bois, secouer son entreprise, mais c'est pas facile. Être dans la confrontation ou dans l'opposition, c'est pas la posture la plus simple à adapter, surtout en entreprise. C'est là que Martin de l'Institut Transition nous propose une posture d'accompagnement vers le changement pour devenir le roi ou la reine de l'open space, plutôt que la personne qu'on va critiquer parce qu'elle nous saoule avec ses principes écolos. Et voilà, c'était l'épisode 55. Alors je dirais, si c'est des personnes qui ont envie de faire bouger les personnes autour d'eux dans leur boulot, autour d'elles dans leur boulot, c'est de réussir à être un écolo ou une écolo de service qui rend service, ce qui est un peu notre formule magique. Et pour moi, mon premier conseil, c'est le meilleur moyen dans son boulot de devenir une personne écolo de service qui rend service, c'est distribuer des stop pubs. À toutes les personnes qui me disent « mes collègues s'en foutent, ils m'ont pas identifié » ou quand je viens leur parler du tri sélectif, ça marche pas », je dis « bah oui, parce que tu vas les faire chier, donc c'est forcément. » Donc trouve un premier truc que tout le monde a envie. Et à part quelques personnes qui adorent les pubs, qui sont quand même relativement rares et souvent plutôt âgées, si tu distribues des stop pubs, plein de gens vont dire « ah mais c'est toi qui as les stop pubs » et pendant une journée, une semaine, t'es la star de l'étage, de l'entreprise, de l'institution. Tout le monde va venir te chercher des stop pubs et tout le monde te posera pas la question, mais certains te poseront la question « mais pourquoi tu distribues des stop pubs ?» Tu vas dire bah en fait moi j'essaie de faire bouger les choses sur les enjeux écolos, donc je distribue des stop pubs je vous mets des petites actions dans la boîte. Ah bah c'est chouette. D'ailleurs j'ai une question. Et en fait quand la personne te pose une question, tu lui réponds. Et c'est elle et elle te dit merci. Si elle te dit j'ai une question, c'est chaud le voyage en avion ? Bah oui c'est chaud. Tu penses qu'il faudrait que j'arrête de faire 2 voyages en avion par an ? Bah oui. Je peux te présenter quelques chiffres, tu peux lire tel bouquin, tel truc, tu vas comprendre les enjeux. Et bah merci de m'avoir répondu. Et t'es pas venu la faire chier, elle est venue te poser une question, tu lui as répondu. Donc pour moi, distribuer les stop pubs, c'est mettre le pied dans la porte et laisser les gens le soin de l'ouvrir ou pas, mais ils ont la possibilité de savoir qu'ils peuvent venir te poser des questions, vous poser des questions sur les enjeux d'écologie, et à partir de là, il peut se nouer une relation, et le changement, dans tous les cas, on n'impose pas aux gens. C'est à eux de le faire. Donc plus ils peuvent venir dire j'ai une question à te poser, je me pose, ma fille m'a parlé d'un truc, c'est bien ça, plus tu peux induire du changement, parce qu'ils vont eux-mêmes après prendre le truc que tu leur as dit. Ils ont une personne référente à qui poser ces questions-là. Exactement. Et ça change tout. Ouais. Et vraiment, le but c'est de créer un chemin, c'est le chemin des 1000 merci. C'est un chemin par lequel à chaque fois la personne doit te dire merci. Et ça marchera le mieux. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller s'engueuler avec des gens. Ça peut valoir la peine de s'engueuler avec des gens. Mais c'est pas un chemin d'accompagnement, c'est un chemin de provocation, de dire à table, à un moment quelqu'un dit « les écolos ils nous font chier avec ce truc-là », tu dis « non, tu te trompes. Je peux pas te laisser dire ça et je te partage mon avis. » On a le droit de le faire aussi. C'est une autre méthode. Mais moi, le conseil que je donnerais dans un cas type le boulot, où on n'est pas forcément censé s'engueuler politiquement avec les collègues, c'est typiquement d'entrer par l'entrée distribuer les stop pubs. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Vous allez entendre Delphine qui motive ses collègues à manger moins de viande, et son conseil dans l'épisode 64, c'est de passer par des défis collectifs. De manière générale, en effet, parce que peut-être que des actions, j'en ai plein qui me viennent en tête. Je dirais que pour commencer, si on veut se lancer, commencer par faire une action simple et qui a un poids, qui a un impact. Et je dirais que moi, mon outil de prédilection dans ma société, c'est surtout de le faire passer au moyen des défis. Les personnes adorent les défis et se défier les unes aux autres, pas forcément du coup de manière ciblée, mais quand on reste anonyme sur plein de choses, les gens sentent moins visés
et on arrive à embarquer vraiment plein de gens. Donc les défis chez nous, ça marche beaucoup. On en fait chaque année. Action concrète numéro 2, marcher et faire du vélo. Forcément, Agnès et Émilie, dans l'épisode 67 sur le label Objectif Employeur Pro Vélo, pouvaient difficilement parler d'une autre action, et elles le font avec beaucoup d'enthousiasme. Le conseil que je donnerais, c'est essayer de repenser un peu tous ces déplacements pour s'ouvrir. Il y a quand même des déplacements qui sont courts et qui peuvent se faire en vélo et que voilà, tout le monde a appris à faire du vélo et puis faire du vélo, c'est un peu retrouver la liberté, l'enfance, etc. Donc voilà, j'encouragerais les gens à se dire pourquoi pas. Émilie, même question. Un conseil écolo au boulot pour les auditeurs et auditrices ? Bien sûr, faire plus de vélo. Faire plus de vélo, pour vous, je dirais, pour vous et pour la planète. C'est souvent lié santé et planète. Alors si vous êtes déjà convaincu, c'est partager votre passion du vélo, car je le vois tous les jours vraiment au quotidien. On a tous notre pouvoir d'influence autour de nous. Et puis sinon, si vous êtes plus hésitant, c'est aussi favoriser, ça peut être favoriser la marche et le vélo pour tous les petits déplacements, par exemple à la pause méridienne. Et ça entraînera d'autant plus vos collègues à le faire également. Une autre action très concrète pour l'écologie au travail, faire le bilan carbone de son entreprise. Mais dans cet épisode numéro 65 avec Sidonie de MMB Volume et Océane de Greenscale, il ne s'agit pas uniquement de faire un bilan carbone, mais surtout de comment on peut l'utiliser derrière pour qu'il soit efficace et parle au plus grand nombre. Alors d'abord, faut le faire, c'est pas parce que c'est vrai que bilan carbone, gaz à effet de serre, ça paraît quand on en parle comme ça fait gros mots, quoi. On parle en tonnes de CO2. En effet, ça part pas, mais bien choisir, je pense, les personnes qui vont vous guider et vous faire votre bilan carbone. Je pense que c'est très important, selon la structure. Et de là, ça va parler. Ça va parler aux gens. Moi, je suis très contente d'avoir travaillé avec Greenscale parce que j'avais insisté beaucoup sur l'histoire de l'entreprise, la façon dont on fonctionnait. J'ai bien aimé le fait que, en effet, ce soit adapté aux PME, que finalement, ce qui en ressort très communicable à nos collaborateurs et tout à fait respectueux de ce qu'attendent nos clients, par exemple. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé vraiment cette collaboration qui fait que ça répond. Et c'est très facilement exploitable. Je veux dire, je peux donner ça à un commercial qui va l'expliquer très facilement à un client. C'est clair, c'est assez limpide, voilà. Plutôt que quelque chose de trop factuel sur des tonnes et des missions, des plans d'action un peu sévères, quoi, voilà. Ouais, faut pouvoir vulgariser un petit peu le bilan carbone. Vous en voulez encore ? Dans cette dernière vague de conseils, on retrouve le fait de s'interroger sur ce qu'on fait personnellement. Est-ce qu'on est bien aligné avec nos actions ? Est-ce qu'on est bien allé chercher partout les lieux où on aurait pu ne pas être écolo ? Julie de Reclaim Finance nous cite tout d'abord l'argent et la finance comme moyen de financer la transition écologique, plutôt que le pétrole. C'était l'épisode 63. Du coup, mon conseil, c'est peut-être de continuer à s'interroger sur le rôle du salarié et de l'entreprise dans la transition écologique. Mais du coup, je pense qu'en continuant d'écouter ce podcast, on est sans doute bien parti. Et puis, sans oublier le levier financier. Voilà, on a parlé d'épargne salariale, mais il y a également le sujet de la trésorerie, par exemple, en entreprise, qui mérite d'être interrogé. Par quelle banque passe mon entreprise pour ses services bancaires ? Et puis, si je peux un peu prêcher ma paroisse, c'est aussi de voir au-delà de l'entreprise. La finance, elle est partout. On peut faire plein d'actions. On peut changer de banque, on peut s'interroger sur l'impact de son assurance vie, de son assureur. C'est pas, par exemple, la même chose d'être chez AXA ou d'être à la Maïf. On peut même interpeller les élus locaux sur le choix du prêteur des collectivités. Bref, il y a plein de leviers d'action possibles. Dans la même idée de s'interroger sur ce qu'on peut faire, Léa de Présent Essence
nous a parlé avec passion de comment faire des cadeaux plus responsables en entreprise dans l'épisode 53. Et son conseil au final c'était moins mais mieux. Moi, mon meilleur conseil écolo au boulot, c'est d'être aussi écolo en perso et donc de consommer moins, de consommer mieux, de vraiment réfléchir à chaque fois qu'il y a un acte de l'impact que ça peut avoir. Donc que ce soit en entreprise, encore plus en entreprise, des fois les personnes vont être un peu plus respectueuses chez eux, ils ne vont pas l'être en entreprise. Donc le meilleur conseil écolo au boulot, c'est voilà, faites comme chez vous, consommez mieux, consommez moins. Vous avez entendu ? Faites comme chez vous ? C'était le conseil de Léa, et vous allez voir qu'il est très similaire au conseil d'Hélène que vous allez entendre juste après. Hélène, elle nous avait raconté son évolution professionnelle pour plus d'écologie dans son travail, plus de sens aussi, avec Clémence, la coach qui l'a suivie dans son parcours de bilan de compétences, dans l'épisode 56, que vous avez écouté en masse d'ailleurs. Et ça me fait vraiment sourire car depuis cet épisode, Hélène, elle a changé de travail où elle mêle encore plus les sujets qui l'intéressent, la protection de la planète et le merchandising. Et donc il y a quelques semaines, j'ai appris que Léa de Présent Essence, que vous venez d'écouter, et Hélène se sont connues grâce à ce podcast. Et elles ont pris contact pour travailler ensemble sur ce sujet des cadeaux responsables. Donc je suis évidemment ravie que ce genre de connexion se fasse grâce au podcast. Et le fait qu'elles aient donné le même conseil, je trouve ça très drôle. Je m'en étais pas rendu compte avant de réaliser cet épisode, mais comme quoi, elles étaient vraiment faites pour s'entendre, comme on dit. Juste après Hélène, on terminera par le très poétique conseil de Clémence sur le thème de l'épanouissement professionnel. Alors, c'est faire ce qu'on fait chez nous, en fait, et qu'on fait pas forcément au travail. On a eu cette thématique-là au tout début. C'est-à-dire que chez nous, on fait attention à plein de choses, parce que c'est notre argent, finalement. Donc, on va garder un produit plus longtemps, un frigo. Alors qu'au travail, son ordi, on va se dire au bout de 2 ans, il rame un peu, je vais prendre un nouvel ordi. Ben non, en fait, c'est faire la même chose qu'on fait chez soi au boulot, c'est-à-dire faire attention à ses crayons, à ses carnets, ne pas les laisser traîner et les jeter à moitié. Ouais, se poser la question, est-ce que tu ferais ça chez toi ? Exactement. Ok, top, merci beaucoup Hélène. Clémence, un conseil ? Bon, alors moi, mon conseil prend la forme d'une histoire, parce que j'aime bien les histoires. J'adore. C'est l'histoire que je raconte très régulièrement lors du premier atelier. C'est une histoire de pommes de terre. Cassandre, est-ce que tu manges des pommes de terre ? Je mange des pommes de terre, oui. Et qu'est-ce qui se passe-t-il si tu oublies ton sac de pommes de terre dans ta cave ? Alors, j'ai pas de cave, mais même dans mon appartement, voilà. elles germent. Elles germent. Et que font les pommes de terre qui germent ? Elles vont vers la lumière. C'est-à-dire que la patate a en elle la capacité d'aller vers un endroit qui est meilleur pour elle. Donc, pour être de bons écolos au boulot et ailleurs, je compte sur vous pour écouter votre côté patate et pour aller vers la lumière, vers ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Et vous allez voir que ça va faire fleurir le monde davantage. C'est motivant tout ça, non ? En 2023, il y a eu quelques autres invités qui n'ont pas donné le fameux conseil en fin d'épisode, et également des podcasts où je m'adressais à vous toute seule directement sur des thèmes variés, comme définir ce que c'est l'impact dans son travail, comme les leviers psychologiques de l'inaction climatique, ou encore comment parler climat selon la personne qu'on a en face. Ça a aussi été l'année de la sortie du livre Écolo au boulot qui vous a donné plein d'idées pour agir dans votre structure. Bref, une très belle année pour l'écologie au boulot et pour ce podcast. On vous a préparé une très jolie saison pour démarrer l'année, avec toujours des conseils concrets, de l'inspiration, des invités et des sujets variés. J'ai hâte de vous dévoiler la suite. Prochain épisode dans 2 semaines.